Si une armée de clones vivant dans des tunnels souterrains tentait tout à coup de remplacer tous les habitants de la Terre, que feriez-vous? Il existe une copie exacte de chacun d'entre nous vivant secrètement à des kilomètres sous la surface. Mais ils en ont assez de vivre dans l'ombre, et ils viennent à présent pour prendre le contrôle de notre réalité par tous les moyens nécessaires. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les doubles maléfiques dans Us. Cette famille est sur le point de passer les vacances les plus étranges de sa vie. C'est une nuit animée dans le parc d'attractions Santa Cruz Beach Boardwalk, avec des centaines de touristes et de locaux venus faire du manège et perdre leur argent sur des jeux truqués. Mais une petite fille, Adélaïde, est sur le point de vivre l'expérience la plus horrible de sa vie. Après lui avoir gagné un joli t-shirt Thriller, la mère de la petite fille laisse Addie avec son père. Mais alors qu'il est distrait par une intense partie de jeu de la taupe, elle décide inopinément de s'en aller toute seule. Addie s'éloigne et passe devant quelques personnes louches, jusqu'à ce qu'elle atteigne un escalier qui mène à la plage, où elle trouve un palais du rire vide appelé Vision Quest. Et elle décide d'aller y jeter un coup d'œil. Mais ça, ce sera sa plus grosse erreur. La petite fille suit le parcours du palais du rire à travers une forêt sombre, quand un orage grandissant à l'extérieur provoque tout à coup une coupure d'électricité. Inquiète, elle tente de sortir en suivant les panneaux Exit, mais se retrouve piégée dans une galerie des glaces sans fin au lieu de ça. De plus en plus nerveuse, Addie se met à siffler pour se calmer, mais c'est alors qu'elle entend quelqu'un d'autre siffler à son tour. Tout à coup, elle recule vers ce qui semble être un autre miroir, mais quand elle se retourne, son reflet reste parfaitement en place. Il se passe quelque chose ensuite, mais la prochaine image que l'on voit, c'est celle d'une Addie à présent adulte qui part en voyage avec sa propre famille. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne réalise, c'est que ce seront les dernières vacances qu'ils prendront jamais. Ok, cette pauvre gamine vient de se retrouver en face de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était pourtant facile à éviter. Ça ne veut pas dire que les parents ont été complètement négligents, mais il est clair qu'ils n'ont pas été aussi prudents qu'ils auraient dû l'être. Si sa femme devait aller aux toilettes, le père d'Addie aurait peut-être pu attendre 5 minutes de plus avant de se lancer dans une partie de jeu de la taupe. Il suffit d'une fraction de seconde pour que quelque chose tourne mal. Par conséquent, il est particulièrement important de tenir la main de votre enfant pendant que vous vous promenez dans une foule, et de vous assurer qu'il sait qu'il ne doit jamais s'éloigner tout seul. Vous devez également veiller à ce qu'il connaisse le danger que représentent les étrangers et qu'il sache qu'il ne faut pas faire confiance à une personne simplement parce qu'elle est adulte. Au cas où vous seriez séparés, fixez un point de rencontre où vous pourrez vous retrouver et encouragez votre enfant à demander l'aide d'un adulte de confiance, comme un policier ou un employé du parc. Bien sûr, les dangers habituels sont déjà suffisants pour être affrontés seuls. Mais Addie a rencontré ici quelque chose de tout à fait différent. Un reflet d'elle-même qui n'était pas du tout un reflet, mais une entité parfois connue sous le nom de doppelganger. Le mot doppelganger se traduirait littéralement par marcheur double, et il désigne un étranger physiquement identique, mais biologiquement non apparenté. Un sosie, quoi. Aujourd'hui, certains psychiatres pensent que les observations de sosie peuvent être un symptôme de schizophrénie. La vérité, c'est que ce qu'Addie a vu là-bas était bien réel. Aussi terrifiant que soit le fait de rencontrer son sosie, il ne semble pas avoir de pouvoir magique autre que celui de ressembler à l'autre personne. Il est sans doute possible d'agir physiquement, mais aussi de s'enfuir immédiatement dans la direction opposée. Et c'est exactement ce qu'Addie a choisi de faire ici. Le problème, c'est que même si elle pense s'en être tirée, Addie et sa famille viennent de déclencher une série d'événements qui vont changer le monde tel qu'ils le connaissent. Il faudra juste attendre quelques décennies pour que les choses en arrivent là. Tout semble aller pour le mieux au début, mais alors qu'ils sont réunis autour de la table, Gabe annonce qu'ils vont faire un voyage inattendu à Santa Cruz Beach pour rencontrer la famille de son ami Josh plus tard dans l'après-midi. Ce qui provoque chez Addie un flashback de ce qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière. Après la rencontre dans le palais du rire, il semble qu'Addie soit entrée dans un état où elle a refusé de parler à qui que ce soit, y compris à ses parents, pendant plusieurs années. Et la vérité sur ce qu'elle a vu n'est jamais remontée à la surface. C'est le cas de le dire. Au début, notre Addie adulte refuse de s'approcher un tant soit peu de cette plage, et elle reste vague quand on lui demande d'expliquer pourquoi. Mais après avoir été poussée à la culpabilité par son mari, elle accepte à contre-cœur d'y aller, à condition qu'ils en repartent avant la tombée de la nuit. Après une journée éprouvante à la plage, Gabe remarque rapidement que sa femme agit bizarrement depuis qu'ils sont arrivés. C'est alors qu'Addie lui annonce qu'elle veut déjà rentrer à la maison. Elle explique que quand elle était plus jeune, elle a rencontré une autre petite fille qui lui ressemblait trait pour trait dans la galerie des glaces. Pas un reflet, mais une véritable copie identique d'Addie elle-même. Elle a réussi à s'enfuir, mais depuis toujours, elle a ce sentiment inébranlable qu'un jour la fille reviendra pour elle.
Les coïncidences qu'elle a remarquées toute la journée font craindre à Addie que le doppelganger semble se rapprocher peu à peu. Et c'est à ce moment-là que l'électricité de la maison se coupe brusquement et que leur fils Jason apparaît à la porte de leur chambre en disant que des gens bizarres se tiennent dans leur allée de garage. Confus, les parents du garçon viennent jeter un coup d'œil. Et bien sûr, ils sont là. Un homme, une femme, une fille et un garçon, comme eux, et tous vêtus d'étranges combinaisons rouges. Gabe n'est pas aussi inquiet qu'il le devrait, mais Addie en revanche commence immédiatement à paniquer, prenant brusquement le téléphone de sa fille afin de l'utiliser pour appeler la police. Comme l'appel n'est pas techniquement une urgence, le répartiteur dit qu'ils ne pourront pas envoyer d'agents avant au moins 15 minutes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'aide n'arrivera jamais. Frustré, Gabe décide de sortir et d'affronter lui-même les intrus, en jouant son meilleur rôle de dur à cuire. Il crie aux étrangers de quitter leur propriété, mais quoi qu'ils disent, la famille refuse de répondre, ce qui les ferait suffisamment pour qu'ils décident de changer de tactique. Après s'être esquivé à l'intérieur, il ressort en brandissant une batte pour montrer qu'il ne plaisante pas. Mais tout à coup, la femme en rouge tape dans ses mains et les deux enfants disparaissent soudainement dans les buissons de chaque côté, tandis que l'homme commence à marcher vers lui dans l'allée de façon menaçante. Ok, on dirait que les choses sérieuses viennent enfin de commencer. On ne peut pas savoir ce que veulent les membres de la fraternité des combis rouges, mais je suis presque sûre que ce sera pas bon. Après tout, s'ils avaient vraiment besoin d'aide, ils ne seraient probablement pas tous là à se tenir par la main. Ce qu'ils manigancent me semble terriblement proche d'un culte, et nous sommes sur le point de découvrir la vérité sur ces intrus de façon encore plus étrange. À moins qu'ils ne veuillent finir face contre terre, la famille va devoir trouver un plan, et vite. Mais avant d'en arriver là, il est important de souligner les erreurs qu'ils ont commises jusqu'à présent, afin que vous ne tombiez pas dans les mêmes travers si cette situation vous arrivait un jour. Tout d'abord, Addie s'est montrée beaucoup trop flippée avant même d'aller à la plage. Je comprends qu'elle ne veuille pas en parler, mais pourquoi attendre qu'ils aient presque perdu Jason avant d'expliquer à son mari qu'il y a un double d'elle-même dans une des attractions? Au moins, elle a réagi correctement en voyant 4 étrangers dans la rallye, mais on ne peut pas en dire autant de son mari. Gabe est le seul à ne pas avoir immédiatement reconnu le danger. Et il y a une famille qui se tient à l'extérieur. C'est probablement les voisins. Je suis désolée, mais après avoir discuté avec sa femme de ses craintes d'être pourchassé par un sosie, comment peut-il ne pas remarquer que ces 4 étrangers correspondent parfaitement à chaque membre de sa propre famille? Allez, papa, suis un peu le modèle. S'ils avaient fait les choses un tout petit peu différemment au départ, ils ne se seraient peut-être jamais retrouvés dans cette situation. Mais maintenant qu'il semble que le grand type est sur le point d'enfoncer la porte, il est temps d'examiner leurs options de défense et les stratégies qui pourraient entrer en jeu. D'après l'appel d'Addie, nous savons qu'il leur reste environ 15 minutes avant l'arrivée de la police. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tenir jusqu'à ce qu'elle arrive. Ensuite, ils devraient être libres de rentrer chez eux. Cela dit, Addie a appelé avant que la situation ne devienne agressive. Mais si elle rappelle maintenant pour dire que les gens menacent activement sa famille, peut-être que des policiers pourraient être envoyés sur place plus rapidement. La seule chose intelligente que Gabe a faite a été de prendre une arme. Mais comme il s'agit littéralement d'un combat à armes égales, il est probablement préférable d'essayer d'éviter complètement la confrontation ou d'utiliser l'avantage du terrain et de se battre de manière défensive pour prendre l'avantage. Le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la position la plus défendable. Leur maison est magnifique, mais elle a aussi des fenêtres partout, du sol au plafond. Ce qui veut dire que les intrus n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour entrer s'ils sont déterminés à le faire. Une idée pourrait être de prendre les clés de la voiture et de se faufiler en groupe par la porte arrière, une fois que les intrus les chercheront à l'intérieur de la maison. Ils devront se tenir prêts à se battre en cas de problème, mais je pense que Gabe devrait être en mesure de retenir les attaquants suffisamment longtemps pour qu'Addie et les enfants puissent se réfugier dans la voiture. Il aurait été préférable de mettre ce plan en œuvre avant que le grand type ne s'apprête à défoncer leur porte, mais mieux vaut tard que jamais, pas vrai? Une autre alternative serait d'essayer de prendre le bateau au lieu de la voiture et de s'enfuir par le lac. Ils ont également une barque qu'ils pourraient utiliser s'ils ne parviennent pas à faire démarrer le vrai bateau. Et ils pourraient même nager jusqu'à une autre maison s'ils en avaient vraiment besoin. Nous savons également que leurs amis ont une maison sur le lac. Alors j'essaierai peut-être de les appeler à l'aide eux aussi une fois que nous aurons recontacté la police. Quoi qu'ils décident de faire, chacun va devoir assumer sa propre situation. Au lieu que seul Gabe ait une arme, ils devraient tous mettre la main sur quelque chose pour se battre. Leurs options vont être limitées à ce qu'ils peuvent trouver dans la maison. Mais il devrait y avoir des équipements de sport, des ustensiles de cuisine et d'autres objets qui pourraient faire l'affaire en cas de besoin. Ils doivent juste s'assurer de ne pas confondre la vraie famille et les jumeaux diaboliques. Et ils devraient s'en sortir vivants. Terrifié, Gabe se retire dans la maison et verrouille la porte au moment où l'homme commence à frapper de l'autre côté. Pendant ce temps, Zora se précipite pour fermer la fenêtre de sa chambre, et elle remarque qu'un des intrus est en train de grimper à un arbre comme un singe araignée à quelques mètres de là. Tout à coup, tout devient silencieux, et la femme commence à s'approcher de la maison en sifflant le même air qu'Addie quand elle était perdue dans la galerie des glaces étant enfant.
elle parvient à trouver le double des clés de la famille. Et en moins de 2, le grand type est déjà en train de déverrouiller la porte d'entrée. Gabe fait de son mieux pour l'arrêter, mais l'homme lui arrache la batte des mains. Pendant qu'il rampe sur le sol, le reste de la famille recule jusqu'à ce qu'il soit acculé dans le salon. Et que la femme s'avance enfin dans la lumière, se révélant être un clone parfait d'Addie et leur faisant silencieusement signe de s'asseoir. Jason est le premier à comprendre ce qui se passe. Il remarque que les intrus sont tous des copies presque identiques de 4. Gabe commence à essayer de les raisonner, expliquant qu'ils n'ont rien qui vaille la peine d'être volés ici. Mais la femme lui coupe tout à coup la parole d'une voix rauque qui n'est pas naturelle du tout. Elle commence à baragouiner ce qui ressemble à une sorte de conte de fées dément, mais il s'agit en fait de l'histoire de la façon dont ils se sont retrouvés là tous les 4. Elle se décrit comme l'ombre de la petite fille. Red explique que pour chaque événement positif de la vie d'Addie, elle a dû vivre la même chose. Sauf qu'il s'agissait d'une sombre inversion de la vraie réalité d'Addie. Quand Addie a rencontré Gabe, Red a rencontré son mari Abraham. Et quand ils ont eu leurs 2 enfants, elle en a eu 2 à son tour. Sa fille Umbrae, née avec un esprit totalement sadique, et son fils Pluton, obsédé par le feu. Pendant des années, Red s'est tapi dans l'ombre, haïssant Addie de plus en plus chaque jour. Mais maintenant, il semble qu'il soit enfin temps de régler les comptes. Elle sort une paire de menottes de sa poche, les tend à son fils et ordonne à Addie de s'attacher à la table basse, menaçant d'attaquer sa famille si elle n'obéit pas. Addie accepte à contre-cœur, mais dès qu'elle est attachée, Red fait un signe de la main à son mari, qui s'approche lentement de Gabe sur le canapé, lui vole ses lunettes, puis le traîne violemment hors de la maison en le tirant par sa jambe cassée. Ensuite, la femme envoie sa fille à la poursuite de Zora, lui donnant quelques secondes d'avance avant de se lancer à sa poursuite sur la route de campagne déserte. Il ne reste plus que les femmes et leurs fils. Red envoie les garçons jouer ailleurs, tandis qu'Addie et elle ont enfin le temps de se retrouver en privé. Ok, c'est pas bon du tout. Maintenant que tout le monde est séparé, ils vont tous devoir se débrouiller seuls. Tout ce qu'Addie peut faire, c'est essayer de prendre le contrôle de sa propre situation et espérer que le reste des membres de sa famille survivent à leur propre combat. Pour l'instant, sa meilleure et unique chance est de retarder Red le plus longtemps possible et d'espérer que la police se montrera ou qu'ils auront une autre occasion de s'enfuir. Mais comment faire ça ? D'après l'histoire de Red, nous savons que les sosies veulent être traités comme des égaux. La première chose qu'elle a mentionnée, c'est qu'elle a dû manger des lapins crus toute sa vie. Alors peut-être qu'Addie pourrait la convaincre en lui proposant de lui préparer un bon repas. C'est un pari risqué, mais on ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. D'après leurs intentions, on peut dire que Red est clairement le chef. Ce qui veut dire que si vous pouvez l'éliminer en premier, les autres pourraient sombrer dans le chaos. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle serre les menottes au maximum, et il aurait peut-être été sage de se laisser secrètement une marge de manœuvre au cas où elle voudrait faire une tentative d'évasion, ou encore au lieu de se menotter à la table tout court. Peut-être qu'Addie aurait pu essayer quelque chose de plus créatif. Réfléchissez-y de la manière suivante. Nous savons que les doppelgangers sont des copies identiques de la famille et qu'ils partagent probablement des traits émotionnels et physiques. Addie est très protectrice envers son fils. Ça veut dire que Pluton pourrait être utilisé pour prendre l'avantage sur Red en le ciblant directement. Je sais pas exactement ce qui se passerait, mais ça pourrait créer une certaine confusion qui leur permettrait de riposter ou de s'échapper. Quant aux autres, Gabe et Jason vont devoir faire tout ce qu'ils peuvent pour survivre jusqu'à ce qu'une autre opportunité se présente. Mais Zora étant la seule personne autorisée à quitter la propriété, elle a la possibilité d'aider toute la famille à s'en sortir. Elle devra juste éviter son double maléfique pendant le trajet, et Zora devrait immédiatement courir jusqu'à la maison du voisin le plus proche. S'il y a quelqu'un, il pourra peut-être aider sa famille, et au moins, elle aura quelques boucliers de viande pour se couvrir. Le petit garçon est terrifié par ce que cette version inhumaine de lui-même pourrait faire. Mais grâce à leurs échanges, Jason se rend compte que le doppelganger imite en fait ses propres mouvements. Et quand il retire son masque, son double retire le sien lui aussi, révélant que la moitié inférieure de son visage a été horriblement brûlée lors d'un sinistre accident. À l'extérieur, Zora se retrouve acculée par son double. Elle se réfugie rapidement de l'autre côté de la voiture, observant nerveusement à travers les vitres la fille qui la fixe avec un sourire pervers. Tout à coup, la jeune fille disparaît et Zora s'empresse de vérifier sous la voiture, mais la jeune fille réapparaît sur le toit au lieu de ça. Il semble que la poursuite soit déjà terminée. Mais c'est alors que le propriétaire de la voiture sort et commence à crier à la fille de descendre, offrant à Zora une autre chance de s'enfuir le long de la route vers la maison, alors que son double se tourne vers l'homme et commence à le poignarder violemment dans la jambe. Parallèlement, Gabe se réveille tout à coup et découvre qu'il a été enfermé dans un sac et embarqué à l'arrière du bateau familial. Son doppelganger Abraham est aux commandes et il le conduit de plus en plus loin sur le lac. Mais à ce moment-là, le moteur du bateau a dératé et s'éteint, les laissant tous les deux bloqués au milieu de l'eau. Alors qu'Abraham est distrait en essayant de le remettre en marche, Gabe sort tranquillement du sac et attrape sa batte, assénant à l'homme un violent coup au menton.
Au moment où il se retourne, l'attaque fait tomber Abraham dans l'eau avec la bouée de sauvetage emmêlée autour de ses jambes. Mais tout à coup, quand la voie semble libre, le moteur se remet en marche et Gabe tombe lui aussi à l'eau. Quelques secondes plus tard, Abraham sort de l'eau derrière lui, mais il est attaché à la corde et finit par être entraîné avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. De retour dans la maison, Jason utilise un de ses jouets pour créer une étincelle. Il se précipite hors du placard et claque la porte derrière lui. En bas, les deux femmes entendent le garçon pleurer de détresse. Et Red, d'abord hésitante, part voir ce qui ne va pas. Ça laisse à Addie le temps de mettre au point son plan d'évasion. Et elle réussit à attraper un tisonnier près de la cheminée qu'elle utilise pour casser la barre de soutien de la table, ce qui lui permet de se libérer. Sur le lac, Gabe est toujours en train de faire du surplace, quand le bateau fait demi-tour et commence à se diriger vers lui. Par chance, le moteur s'arrête à nouveau juste au moment où le bateau passe, ce qui permet à Gabe de remonter à bord. Mais il n'est pas encore libre. Alors qu'il monte à bord, Abraham sort tout à coup de l'eau derrière lui et commence à essayer de poignarder Gabe à la gorge avec une paire de ciseaux. Gabe envoie un bon coup de tête dans le moteur du bateau, ce qui le fait redémarrer. Et l'hélice coupe Abraham en deux juste à temps. À l'intérieur, Addie parvient à trouver son fils avant les autres. Utilisant des meubles pour leur barrer la route, elle et Jason se précipitent à l'extérieur, dans l'allée, où ils retrouvent une Zora confuse et terrorisée. Juste à ce moment-là, Addie et les enfants entendent Gabe actionner le klaxon du bateau et revenir à toute vitesse vers la maison, avec la fausse famille toujours sur leurs talons. Ils sont sur le point de sortir de ce cauchemar juste à temps, mais les imposteurs n'en ont pas encore fini avec eux. Red envoie sa fille démoniaque à la poursuite de la famille, tout en les regardant s'éloigner depuis le ponton au bord du lac. Ok, il semble qu'ils soient en sécurité pour le moment, mais ce cauchemar n'est pas encore terminé. Ils ont tous prouvé qu'ils étaient probablement capables de survivre, en particulier Jason, mais ils doivent encore se mettre à l'abri. La question est donc de savoir ce qu'ils devraient faire ensuite. Il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose à propos de ces doubles, à un moment donné. Même avec Abraham au tapis, les doubles représentent toujours une menace. Mais nous avons appris une chose utile à leur sujet. Ils ne semblent pas connaître les moindres faits et gestes de leurs homologues. Sinon, Jason n'aurait pas pu tromper Pluton et il n'aurait pas pu leur échapper. Ils auront toujours une petite idée de ce que vous ferez ensuite, parce qu'ils sont vous, mais ils ne savent pas tout ce que vous pensez en permanence. Ce qui prouve que courir, se cacher et se battre pourrait très bien fonctionner si vous êtes assez créatif dans votre approche. Il est possible d'essayer de les éliminer un par un à l'aide de pièges, mais le meilleur choix reste probablement celui qui consiste à éviter un nouveau combat aussi longtemps que possible. Personnellement, j'envisagerais de rester sur le bateau, parce que ça vous permet de rester mobile et de limiter leurs angles d'attaque. La famille pourrait parcourir des kilomètres dans la baie, se ravitailler, et au moment où les doubles arriveront, faire demi-tour et repartir dans l'autre direction, jusqu'à ce que la police intervienne et arrête les méchants doppelgangers à leur place. Il y a cependant un problème avec ce plan. Seul Jason l'a vu et les autres ne le savent pas encore. Mais il a rencontré un autre homme portant la même combinaison rouge pendant leur sortie à la plage. Ce qui prouve qu'il y a d'autres sosies dans la nature. Et ils sont sur le point de le découvrir par eux-mêmes. Pendant ce temps, l'ami Josh et sa famille sont chez eux à quelques kilomètres de là, sans se douter qu'ils sont sur le point de recevoir la visite des doubles de leur propre famille. Alors que Josh se détend en savourant tranquillement des boissons pour adultes, l'électricité se coupe mystérieusement et bascule sur le générateur de secours. Sa femme lui dit qu'elle croit avoir entendu quelqu'un à l'extérieur, mais Josh refuse de la prendre au sérieux. Il en rit et met les Beach Boys à fond pour se replonger dans l'ambiance de la fête. En entendant ça, leurs deux filles viennent voir ce qui se passe. Quand tout à coup, leurs doppelgangers sortent de la pièce derrière elles et tuent violemment les deux jeunes filles sous les yeux de leurs parents. Au même moment, les doubles de Josh et Kitty sortent de l'ombre et les poignardent tous les deux à la gorge. Kitty est la seule encore en vie, mais alors qu'elle rampe vers son mari, le double de l'homme tend la main et lui fait un joli too slow, avant que sa femme n'intervienne pour finir le boulot. Ok. Waouh! Ce gars n'aurait pas pu leur faciliter la tâche davantage même s'il l'avait voulu. Toute sa famille vient d'être tuée en moins de 60 secondes. Et ça signifie qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Et c'est Josh, tu as merdé. Ce type a ignoré les signes avant-coureurs comme personne. Lève-toi et va voir, ça me fait peur. Oh, j'ai pas envie, j'ai envie de rester là, j'ai envie de rester dans mon petit coin peinard. Lève-toi et va voir. D'abord, il y a eu la brusque coupure de courant. Et ensuite, sa femme a dit qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur. L'un ou l'autre, je pourrais laisser passer. Mais les deux, jamais de la vie. Je suis bien trop parano pour ignorer ça. Peut-être que j'ai regardé trop de films d'horreur. Mais ma première pensée aurait été que nous avons une invasion d'extraterrestres sur les bras et que nous devons nous préparer à nous battre pour nos vies. De toute manière, comment ont-ils pu laisser 4 parfaits inconnus entrer dans la maison alors qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction? Ils ont simplement laissé la porte d'entrée ouverte ou quoi? Quelle que soit la réponse, ça ne s'est manifestement pas bien terminé pour eux. Et je leur aurais volontiers conseillé d'améliorer la sécurité de leur maison, s'ils n'étaient pas déjà tous morts.
Le pire, c'est que la réaction de Josh à la vue d'une inconnue armée de ciseaux dans sa maison a été de dire bonjour, au lieu de crier « Attention !» ou encore « Oh mon Dieu !» Sérieusement, n'importe quelle réaction aurait été mieux que ce qu'il nous a donné. Il a même vu le sosie de sa femme aller vers elle et a commencé à courir dans la direction opposée. Mais il est tombé sur la version maléfique de lui-même. Quel héroïsme! En bref, parce que toute ta famille s'est fait tuer par vos doubles, et parce que tu ne t'es pas battu du tout, Josh, tu as merdé. Quelques instants plus tard, Addie et sa famille arrivent tous à la porte d'entrée. Mais quand le double de Josh vient répondre, elle peut immédiatement dire que ce n'est pas le même homme que celui qu'ils connaissent. Et elle enfonce son tisonnier en plein sur le côté de sa tête. Malheureusement, ce n'est pas un coup fatal, et les autres apparaissent tout à coup pour entraîner Addie dans la maison, tandis que le Josh diabolique sort à l'extérieur pour affronter Gabe. Gabe s'empresse d'attirer l'homme au loin, tandis que Zora et Jason se cachent à proximité. Une fois qu'ils sont sûrs qu'il est parti, les deux enfants entrent prudemment dans la maison, et chacun d'eux saisit une arme pour commencer à fouiller l'endroit à la recherche de leur mère. Ils entendent des bruits venant de l'étage, et ils commencent à monter les escaliers avant de voir un des doppelgangers faire la roue à l'autre bout du couloir. Tout à coup, une des filles s'élance vers eux avec ses ciseaux, mais Zora la frappe instinctivement du côté de la tête avec son arme de fortune. Ils continuent à avancer, mais ils sont pris en embuscade par derrière quand la deuxième fille sort de la penderie en faisant la roue. Mais Zora parvient à gagner le combat une fois de plus en frappant la fille à la gorge avant de la tuer en la rouant de coups dans la salle de bain. Seul le doppelganger de Kitty est encore en vie, et elle est trop occupée à se maquiller dans la chambre principale pour remarquer les bruits de la bagarre qui se déroule dans le couloir. La femme a attaché Addie au pied du lit, et pendant un moment, on dirait bien qu'elle envisage de la tuer. Pendant ce temps, Gabe conduit le doppelganger de Josh jusqu'au quai et il se réfugie sur le bateau de son ami décédé. Alors que le double le recherche, Gabe saisit le pistolet lance-fusée du bateau et lui tire dessus à bout portant. Mais la fusée ne fait que rebondir sur le mur et retombe inoffensivement sur le sol. Le combat au corps à corps est devenu la seule option, mais Gabe n'a pas fait tout ce chemin pour se faire buter maintenant. Dans la maison, le double de Kitty entend ce qui s'est passé et elle hurle silencieusement de chagrin avant de se mettre tout à coup à rire comme une folle. Juste à ce moment-là, Zora se faufile par derrière et s'apprête à frapper la femme. Mais elle se retourne et bloque le coup juste à temps, projetant la fille sur le lit pour la tuer. Addie ne peut rien faire pour l'aider, mais au dernier moment, Jason apparaît tout à coup et frappe la femme à la tête avec une statue. Ok, bordel! Contrairement à la famille de Josh, ces enfants savent vraiment comment gérer les choses. Prenons une seconde pour décomposer leur stratégie. Ils ont chacun saisi des armes solides immédiatement, ce qui était une bonne décision. Au lieu de se faufiler dans la maison et d'attendre que les doubles les attaquent, il aurait été plus sage d'essayer de les appâter dans un piège où ils auraient pu les prendre par surprise. Mais Zora et Jason n'ont pas hésité à frapper le moment venu, et pour ça, je les félicite. Il semblerait qu'ils soient sur le point d'avoir un bref moment de répit, mais c'est pas le moment de se mettre à l'aise. Ça peut sembler horrible, mais je pense que c'est le bon moment pour confirmer les meurtres, juste au cas où. Et pour s'assurer qu'ils ne reviendront pas. En ce qui concerne les doppelgangers, nous pouvons maintenant en deviner le nombre. Il y en a un pour chaque personne vivant aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'habitants des tunnels. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde n'a peut-être pas perdu sa bataille. Avec le temps, ils pourraient essayer de se regrouper avec les survivants normaux et former une résistance. Ou si c'est impossible, ils pourraient essayer de tuer leur double et de prendre leur place pour se fondre parmi les autres. C'est pas une solution idéale, sauf si vous êtes d'accord avec le fait de vivre dans un monde contrôlé par les doubles. Mais ça me donne aussi une autre idée. Je suis sûre que Red croit qu'Abraham est mort, mais elle n'en est peut-être pas encore totalement sûre. Gabe pourrait peut-être utiliser la combinaison rouge du double mort de Josh et faire croire à Red qu'il s'agit d'Abraham, ce qui lui permettrait de s'approcher suffisamment d'elle pour pouvoir lui asséner un coup fatal par surprise. C'est qu'une question de temps avant que les autres doubles ne viennent les chercher. La famille doit donc rester ici aussi longtemps que possible, mais aussi avoir un plan pour s'enfuir à tout moment et essayer d'en éliminer au moins un en cours de route en utilisant une sorte de piège s'ils le peuvent. Gabe est sur le point de suggérer cette idée, mais Addie la rejette. Et je dois dire que ce plan me paraissait tout à fait raisonnable. Quand ils auront besoin de s'enfuir, ils devraient prendre le bateau de Josh et y rester, parce qu'il leur permettra de se déplacer en toute sécurité tout en évitant d'autres attaquants sur la terre ferme. Et quand ils chercheront un endroit plus durable où s'installer, ils devraient peut-être essayer de trouver un tunnel, parce qu'après tout, ces gens font tout ça pour s'emparer de la surface. Alors je pense que le dernier endroit où ils voudront aller les chercher, c'est sous la terre. La famille se regroupe dans la cuisine et tente à nouveau d'entrer en contact avec la police. Mais à présent, même les opérateurs ne décrochent plus. Quand ils allument les informations, ils se rendent compte que ce qui se passe ici se produit dans tout le pays.
Ce qui veut dire que s'ils veulent survivre, ils vont devoir le faire par eux-mêmes. Après réflexion, Addie décide rapidement qu'ils ne pourront pas tenir éternellement au même endroit. Elle veut continuer à longer la côte jusqu'à ce qu'ils atteignent le Mexique et prendre les choses en main à partir de là, s'ils ont la chance d'arriver jusque là-bas. Perplexe, Gabe fait remarquer qu'ils ont des provisions et un abri ici à la maison. Mais Addie insiste et pense que les doubles savent où ils se trouvent. Alors qu'ils se dirigent vers la voiture, Addie se rend compte qu'elle a oublié les clés, ce qui l'oblige à retourner dans la maison. Elle les repère rapidement sur le plan de travail de la cuisine, mais il y a un problème. Il semblerait qu'un des sosies des filles se soit remis sur pied d'une façon ou d'une autre. N'ayant pas d'autre choix, Addie s'élance vers les clés et se retourne avec une poêle à frire juste au moment où la fille se précipitait sur elle par derrière. La bagarre se poursuit dans le salon, le double prenant d'abord le dessus. Mais Addie parvient à mettre fin à la bagarre avec une paire de ciseaux, juste au moment où Jason entre. Et il a assisté à toute la scène sanglante. De retour à la voiture, Zora insiste pour conduire puisque sa mère est menottée et que son père est blessé. Addie n'aime pas l'idée, mais elle n'a pas le temps de discuter parce qu'elle aperçoit Humbray sur la route. Zora saute dans le véhicule, passe le mode drive et fonce vers son double. Mais la créature bondit et s'accroche au toit sans effort. Quelques secondes plus tard, le double commence à essayer de s'introduire par le toit ouvrant. Et Zora freine rapidement pour tenter de s'en débarrasser. Mais elle réussit à s'accrocher grâce à sa paire de ciseaux. Alors que le double est sur le capot, Zora freine à nouveau, ce qui a pour effet de l'envoyer voler dans les airs en direction de... Paf, les arbres! La famille roule toute la nuit jusqu'à ce qu'elle soit de retour à Santa Cruz, là où tout a commencé. Au détour d'un virage, ils sont tout à coup confrontés à un autre spectacle terrifiant. Leur propre voiture est en flammes, garée au milieu de la route, et elle bloque le passage. À ce moment-là, Addie entend un bruit suspect sous la voiture. Et quand ils font marche arrière, le doppelganger de Jason émerge de sous la voiture. La femme prend son tisonnier et sort pour l'achever, laissant les autres à l'abri dans la voiture. C'est alors que Jason comprend qu'il s'agit d'un piège, et ils sortent tous de la voiture juste à temps. Quand elle regarde vers le bas, Addie remarque une traînée d'essence menant à la voiture, et le double dévoile une allumette. Mais avant qu'il ne puisse la craquer, Jason se souvient que le garçon imite ses propres actions. Il tend les bras de part et d'autre et commence à reculer lentement, entraînant le double à faire de même et à reculer droit dans les flammes dévastatrices. Il s'en est fallu de peu. Mais alors qu'ils sont tous distraits, Red apparaît tout à coup d'on ne sait où et attrape Jason, l'entraînant au loin avec elle, avant même que sa famille n'ait le temps de réagir. Ok, Addie aurait dû voir venir ce piège. Et comme d'habitude, les enfants sont ceux qui gèrent le mieux leur survie. Jason a détecté le piège dès qu'il a vu la scène. Et il a même utilisé ce qu'il a appris sur son double pour l'éliminer sans avoir besoin de le toucher physiquement. Il leur a sauvé la vie à tous. Mais c'était peut-être une erreur vu ce qui s'est passé ensuite. Au lieu de faire ça, il y avait peut-être une meilleure option. Comme nous l'avons déjà mentionné, il aurait peut-être été possible d'utiliser l'attitude protectrice de Red à l'égard de Pluton pour prendre l'avantage. Peut-être que Jason aurait pu faire en sorte qu'il laisse tomber l'allumette sans la craquer, puis qu'il se dirige pacifiquement vers la famille. Ensuite, ils auraient pu le capturer et l'utiliser comme monnaie d'échange pour contrer Red. Il y a des chances que Red tue Jason pour se venger, mais maintenant que son vrai fils est mort, elle pourrait aussi décider de garder Jason en vie pour le remplacer. Quoi qu'il en soit, se précipiter à sa poursuite n'est pas une bonne idée, parce qu'il est presque certain à 100% que Red essaie en fait d'attirer Addie dans un piège. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est se regrouper, mettre la main sur de bonnes armes s'ils le peuvent, puis se serrer les coudes et retrouver Jason en famille. Les doppelgangers semblent simplement tuer leurs homologues de la surface, et ils ne se servent pas des choses qu'on pourrait considérer comme importantes en cas d'apocalypse. Ça signifie que s'ils peuvent trouver une armurerie, un magasin de sport, un poste de police ou même une voiture abandonnée sur le bord de la route, ils pourraient encore trouver du bon matériel pour se défendre contre les doppelgangers. Addie ici sait déjà où va la femme. Le prochain combat se déroulera sur le terrain de Red. Il vaut donc mieux se préparer un minimum quand on sait qu'on va certainement tomber droit dans un piège. Terrifiée, Addie poursuit aveuglément le double dans les rues, suivant instinctivement sa trajectoire jusqu'à ce qu'elle la ramène au parc d'attractions et devant le Palais du Rire sur la plage. Là, elle aperçoit un groupe de sosies qui se tiennent tous par la main en ligne droite, créant une chaîne humaine de reliés, comme pour imiter la campagne Hands Across America. Une fois à l'intérieur, Addie suit le labyrinthe jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'endroit où elle a rencontré Red pour la première fois. Quand elle appuie sur le mur, on découvre qu'il s'agit en fait d'une porte secrète qui mène à un système tentaculaire de tunnels de maintenance. Et ils la conduisent de plus en plus profondément sous terre. C'est alors qu'elle se retrouve confrontée à un spectacle des plus étranges. Un unique escalator qui ne fonctionne qu'en descendant, et qui la conduit dans un dédale de tunnels comme ceux du métro apparemment sans fin, et sans la moindre âme qui vive dans les parages. Elle pénètre dans une des pièces et y trouve Red seul dans l'obscurité.
Sans se retourner, la femme lui explique qu'elle et ses semblables ont été créés dans le cadre d'une expérience gouvernementale visant à les utiliser pour contrôler la population de la surface comme des marionnettes. Étant donné que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ils ont été abandonnés à leur sort dans les tunnels, perdant la raison au fil des générations et passant leur vie à imiter de façon désordonnée et confuse les actions de ceux qui se trouvaient au-dessus d'eux. Après avoir rencontré Addie et compris qu'il n'était qu'une sombre imitation de la réalité de la surface, elle a rallié les autres copies et passé des décennies à préparer leur éventuelle évasion afin de tuer leurs homologues et d'expérimenter la vie à l'extérieur des tunnels pour la première fois. Mais il reste un dernier détail à régler. Les deux femmes commencent à se tourner autour dans la pièce comme dans un ballet chorégraphié. Red est la première à frapper, désarmant Addie et la maîtrisant facilement. Mais au lieu de l'achever, elle décide de la laisser partir. Addie se relève et repart à l'assaut. Mais le double déjoue à nouveau son attaque et se retire dans le couloir. Addie a beau essayer, elle n'arrive pas à porter un seul coup à Red. Et pour l'instant, il semble qu'elle n'ait aucune chance de gagner cette bataille. Après l'avoir blessée au côté, Red se réfugie dans une pièce remplie de lits superposés et attend dans l'ombre. Addie la suit en titubant, mais quand Red s'apprête à lui porter le coup de grâce, Addie fait volte-face et profite de l'élan de son double pour l'empaler avec le tisonnier. Le doppelganger étant mortellement blessé, Addie parvient à plaquer la femme contre un des lits et utilise ses menottes pour lui briser la nuque. À son grand soulagement, elle retrouve un Jason terrifié caché dans un casier non loin de là. De retour à la surface, ils rejoignent Gabe et Zora qui s'étaient cachés dans une ambulance. Il ne leur reste plus qu'à rentrer chez eux, maintenant que tous leurs doubles sont morts. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. À ce moment-là, Addie commence à avoir un autre flashback, et on découvre qu'elle était le doppelganger depuis le début. Elle a assommé la vraie Addie lors de leur première rencontre, et elle a pris sa place à la surface. Jason semble avoir des soupçons à ce propos, mais il est inutile d'y penser plus longuement maintenant. Et ils partent sur la route dans leur ambulance, tandis que la chaîne humaine des reliés continue à se tenir par la main à travers leur nouveau monde. Mais qu'auriez-vous fait ? Si j'étais en train de me détendre à la maison et qu'un moi démoniaque m'apparaissait dans une combinaison rouge, je lui proposerais une sorte d'offre de paix. Et si ça ne marchait pas, je le poignarderais à mort. Sans aucun doute. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!